Alors bonjour à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ces 5 minutes de retard, quelques problèmes de connexion et pour tout vous dire aussi de train ce matin pour moi. Mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc c'est avec Jean que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle webconférence organisée par l'ECA en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance, qui protège plus d'1 million de personnes. Alors, donc, nous allons consacrer cette heure à la réforme des retraites qui fait actuellement beaucoup parler et de ses impacts. Donc, un peu plus de 10 ans après la dernière réforme des retraites qui avait fait passer l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, c'est une autre réforme qui est en train de se jouer, avec sur la table donc, un nouveau report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 64 ou 65 ans, et donc l'allongement de la durée de carrière des agents. Une réforme dont les enjeux sont de taille pour les collectivités territoriales dans un contexte annoncé de départ massif à la retraite et de conditions de travail qui se sont dégradées, avec évidemment des incidences fortes pour les agents et pour les collectivités et pour les agents qui pèseront donc en matière de PSC, en santé et en prévoyance. Alors au cœur des attentions, et on en parlera durant cette webconférence, les impacts en matière de RH, notamment sur la question de la gestion des fins de carrière, les arrêts de travail et l'absentéisme des plus de 60 ans, les reclassements et les départs pour invalidité, entre autres. Donc, et sans oublier également un autre enjeu de taille qui est celui de l'impact financier de la réforme. Alors, donc, pour aborder ces points durant cette heure, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous donc aujourd'hui à mes côtés Colline Jean. Bonjour. Bonjour, enchantée. Directrice expertise assurance et services à la MNT. Ravie d'être parmi vous. Écoutez, merci beaucoup. Et puis en direct depuis Nantes, Patrick Corroyer, donc directeur des départements des ressources humaines à Nantes et Nantes Métropole et président de l'association nationale des DRH des territoires, également partenaire de cette webconférence, et je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, notre priorité, c'est également de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser en direct via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous ferons le possible avec Colline, Jean et puis Patrick Corroyer pour y répondre à la fois durant cette heure et puis surtout à la fin de la webconférence, on gardera un temps pour les questions-réponses. Donc, restez bien connectés avec nous. Et puis, donc, je vous informe pour terminer que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail rapidement dans les jours à venir. Voilà, donc je propose de commencer sans tarder, puisqu'on a déjà quelques minutes de retard, avec vous, Colline. Donc, comme je le disais en introduction, on se dirige a priori vers un nouveau report de l'âge de départ, comme en 2010. Et donc, il est intéressant en fait de regarder justement les impacts de la dernière réforme, puisqu'on va dire que les scénarios sont sensiblement les mêmes. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire un petit rappel de la réforme précédente. Vous l'avez dit, Estelle, il y avait déjà un relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, et également de l'âge à partir duquel ne s'appliquait plus le mécanisme de décote. Donc là, on n'est pas concerné par ce dernier point apparemment, mais on ne sait pas encore tant que la réforme n'est pas passée. Et c'est vrai que nous, donc en 2010, on avait constaté un effet très fort sur tout ce qui était fréquence, durée des arrêts et gravité. Donc ça avait un impact pour nous en tant qu'organisme de protection sociale, mais aussi pour les collectivités, on l'a dit. Et également sur le nombre de passages en invalidité et la durée de versement des rentes. Donc avec des impacts également pour le CNRACL. Là, je vais essayer de vraiment distinguer les deux types d'impacts avec un petit peu des données qu'on a, parce qu'on a bien du recul maintenant sur cette réforme de 2010. Et donc, pour commencer, l'impact qui est lié plutôt donc à la capacité, c'est-à-dire aux arrêts de travail. Alors, pour simplement nos participants, on aura un support qu'on leur enverra avec toutes ces données-là. Et dès que c'est possible, on le mettra en ligne également. Voilà. Très bien. Donc, ce qu'on a constaté à partir de 2010, c'est que le nombre d'arrêts de travail supérieurs à 3 mois a fortement augmenté. Entre 2010 et 2015, il a augmenté de 50%. Donc, c'est énorme. Donc, on voit bien qu'il y avait un impact qui était direct. Aujourd'hui, cette fréquence des arrêts supérieurs à 3 mois a plutôt tendance à se stabiliser. Et donc, on peut bien imaginer qu'il y aura un impact également.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 des agents qui ont un arrêt de travail supérieur à 3 mois. 6%, c'est quand même pas négligeable déjà aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a forcément un lien qui est lié à l'âge, parce que l'âge impacte fortement les arrêts de travail. C'est essentiellement l'âge, c'est vraiment le facteur numéro 1, parce qu'on constate qu'il y a 30% de plus de chances d'avoir un arrêt de travail de plus de 3 mois quand on a plus de 60 ans par rapport à quand on a 30 à 40 ans. Donc on voit bien que c'est très significatif. Et il y a également un impact qui est lié aux aspects physiques et techniques des métiers. Et là, la fonction publique territoriale est particulièrement concernée. Comme il y a des métiers qui sont quand même plus fatigants dans la population générale, on sait que ça va avoir un impact également sur ces arrêts qui sont des arrêts longs. Donc, on pense qu'il y aura un impact. Aujourd'hui, pour avoir qu'on ait en tête, c'est qu'il y a 25% des congés maladie ordinaires qui donnent lieu ensuite à un passage en congé longue maladie, congé CLM, CLD ou indisponibilité. Et par ailleurs, donc, ce qui est vraiment frappant plutôt ces dernières années, c'est qu'on a une stabilité sur la fréquence des arrêts de travail de plus de 3 mois, mais en revanche, on voit qu'il y a une augmentation très forte des passages en disponibilité. Donc, c'est quand même un facteur aussi qui a à prendre en compte et un élément qu'il faudrait peut-être creuser dans les années à venir avec cette nouvelle réforme. On a également, là, c'est plutôt depuis 10 ans, si on passe, là, on se focalise plus sur l'invalidité, un nombre d'entrées en invalidité qui augmente régulièrement depuis 2 ans, depuis 10 ans. 10 ans, oui. Donc, il y a 2 facteurs là. Il y en a un, c'est le vieillissement global de la population, donc ça, on le sait, mais c'est très marquant. Et d'ailleurs, la CNRACL dit que l'âge moyen de la population des agents territoriaux est de 47,9 ans en 2020, et ça progresse de 1 trimestre par an. Donc, c'est-à-dire que tous les 4 ans, on prend 1 an, donc c'est quand même énorme. Et comme on sait que cet âge a un impact sur l'invalidité et aussi l'incapacité, c'est très significatif. Chez nous, par exemple, à la MNT, en 2011, on avait moins de 4% de nos adhérents qui étaient des plus de 60 ans, et aujourd'hui, c'est 13%. Voilà, donc en 10 ans, on voit bien qu'il s'est passé des choses. Et également, bien sûr, on l'a dit, le vieillissement global de la population et l'impact de la réforme des retraites, donc, qui a un impact, puisque plus on vieillit, plus on est soumis à des maladies graves et longues, et donc à des passages aussi en invalidité. Donc, globalement, sur l'invalidité, il y a 2 risques principaux qui avaient augmenté à l'époque de la précédente réforme, et qui sont le risque de fréquence, puisque les 62-66 ans, ils ont un taux de sinistralité lié au risque invalidité qui est plus de 5 fois supérieur aux 52-56 ans. Donc, on va avoir plus de gens, plus de personnes qui vont passer en invalidité. Et le risque de durée, évidemment, puisque si on allonge, la durée s'allonge. On avait constaté un allongement global de 2 ans lors de la précédente réforme. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. Alors, ça tend peut-être effectivement à avoir aussi, du fait de cette réforme, peut-être une durée aussi qui s'allonge. Donc, en termes d'indemnisation, c'est quand même très significatif. Si on s'intéresse aux incidences, sur la partie garantie prévoyance. C'est énorme. Donc là, on le comprend très bien tout de suite sur l'invalidité, parce que l'effet il est vraiment direct en fait et mécanique. Si on prend un âge de 64 ans, qui est plutôt la tendance, même si on voit qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de débats, l'incidence sur les engagements financiers serait de l'ordre de 30%. C'est quand même énorme. Et sur les arrêts, ça serait plutôt de l'ordre de 10%. Mais on est encore en train de fiabiliser, puis on est obligé d'attendre quand même finalement les résultats finaux des échanges qu'il y a aujourd'hui sur la réforme des retraites. Mais on voit tout de même que déjà, on a un aperçu et que ça va être significatif et à anticiper. Très bien, merci beaucoup Colline pour ces éléments. J'aimerais faire réagir Patrick Corroyer, si vous êtes avec nous. Patrick. Oui, je suis avec vous. Oui, il n'y a pas de souci.
On a des petits de connexion ce matin, je suis vraiment confuse. Voilà, et donc je voulais avoir votre regard, Patrick, de DRH par rapport à ce qui vient d'être présenté par Colline, et puis votre retour aussi, votre retour par rapport à l'association. On perçoit bien les impacts RH de cette réforme vont être importants, et notamment cela va peser aussi en matière de PSC. Alors, deux niveaux, hein. Déjà sur la partie diagnostic, alors c'est vrai que le diaporama, vous l'aurez en intégralité, mais Colline a donné les éléments principaux. Nous, on peut que les partager sur la collectivité, sur Nantes et Nantes Métropole, puisque déjà, effectivement, les taux sont à peu près les mêmes. D'abord, en moyenne d'âge, on est exactement dans la moyenne nationale, 47 à 48 ans, donc je suis carrément... il y a 10 000 collaborateurs, hein, à Nantes et Nantes Métropole, et collaboratrices, et donc on est effectivement sur une structure d'âge pareil. Donc le constat que l'on fait est exactement celui qui a été posé nationalement. Puis je reviendrai après sur la NDRH d'été, hein, puisqu'on a effectivement des benchmarks entre collectivités. Mais sur la partie même de notre observation, c'est qu'on a un taux d'absentéisme qui a augmenté. Alors c'est clair qu'il y a aussi l'effet Covid, bien évidemment. Ce matin, j'entendais qu'il n'a rien à voir, mais que l'âge de décès moyen dans le monde diminuait, et quelqu'un disait, bah oui, il y a le Covid. Bah oui, il y a effectivement cette partie-là, il y a des personnes vulnérables, il y a un taux d'absentéisme. Donc on verra si structurellement ce taux augmente. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi haut sur le taux d'absentéisme. De fait, on a également donc des personnes qui sont personnes vulnérables et qui n'ont pas travaillé depuis le 17 mars 2020 et qui, pour une partie, devraient peut-être, soit Covid long ou autre, entrer dans les catégories, malheureusement, que Colline a citées. Donc ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui très conjoncturel, voir comment ça continue, mais le trend, en tout cas, avant, était quand même progressivement de prendre quasiment 0,5 à 1 point d'absentéisme chaque année, et une corrélation de plus en plus forte avec l'âge et les arrêts. Voilà, donc au début, maladie ordinaire, après, congé longue maladie ou longue durée, voire malheureusement disponibilité ensuite pour invalidité. Mais on a également, nous, un indicateur, c'est qu'on a un baromètre sur Nantes Métropole, qui est un indicateur concernant la discrimination. Et ce qui était nouveau, il y a 3 ans, donc juste avant le Covid quand même, c'est pour ça que je dis il y a une lame de fond quand même qui existe, c'est que la discrimination se faisait par l'âge et la maladie. C'était les 2 premiers critères de discrimination. Donc tous les agents qui ont répondu. Donc on voit qu'effectivement aujourd'hui, au-delà même des statistiques, on a aussi le sentiment de nos propres collaboratrices et collaborateurs que l'âge joue négativement et également est un souci de discrimination. Donc il est clair que l'allongement de l'âge, qui est le thème, hein, de la retraite qui pourrait venir, et donc le président Macron disait hier qu'il accélérerait cette réforme, ne peut être que négative si on n'agit pas rapidement, comme on le fait déjà, mais de façon plus forte, à la fois j'y reviendrai, sur les reconversions, mais aussi sur les reclassements pour raisons de santé, donc le préventif et le curatif. Mais aujourd'hui, l'ensemble des données, l'augmentation, et donc de fait, on a une augmentation à la fois de la masse salariale et à la fois des coûts, puisque la plupart des collectivités sont leurs propres employeurs. Donc le constat que vous percevez nationalement à l'EMINT, je le partage, j'allais dire, avec Nantes et Nantes Métropole, et de façon plus générale, on se rend compte que l'allongement au niveau de la NDRH-GT, quand on échange là du coup, hein, donc la NDRH-GT regroupe les DRH de collectivités de plus de 10 000 habitants, et certaines, donc il y a les régions, les départements et les métropoles. Donc la moyenne d'effectifs est plus proche de 1500 agents, et donc il y a des petites aussi, donc on fait ces comparaisons, et donc de façon générale, on constate une accélération des arrêts courts, ça c'était évident, mais qui malheureusement, avec la conjoncture Covid, s'est transformé rapidement en des arrêts un peu plus longs. Donc il y a des pressions aujourd'hui sur la question du présentiel en termes de rémunération. C'est vrai que les jours de carence ont aussi pesé, parce que quand vous avez le Covid, vous ne l'avez pas. Donc c'est des sujets qui reviennent majoritairement au niveau du dialogue social sur les collectivités, puisque on constate forcément une augmentation, et comme on a des taux de couverture différents, on y viendra sans doute après, hein, sur la partie prévoyance, les couvertures et la mutuelle sont différentes en fonction des collectivités, ça devient des sujets qui deviennent de plus en plus prégnants, puisque les arrêts courts
sont un petit peu plus longs aujourd'hui et on a beaucoup de reclassements pour raisons de santé qui mènent soit des congés longue maladie ou longue durée également. Ça, c'est vraiment le constat. Et donc, c'est un sujet qui devient majeur. Il y a différents baromètres que je ne citerai pas parce que je ne vais pas faire de la concurrence à MNT non plus, et qui effectivement partagent également le fait que le taux de couverture après va être plus important et le coût de la prévoyance risque d'augmenter. C'est déjà le cas pour beaucoup de contrats qui ont été réévalués au 1er janvier 2022. Enfin, ceux qui en ont eu une problématique majeure de réactualisation et donc ont vu leur contrat majoritairement augmenter. Donc le risque, il est assez fort aussi quand on parle de la PSC, avant qu'elle se mette en place au 1er janvier 2025 pour la prévoyance, 1er janvier 2026 pour la mutuelle, de décrochage avant. Puisque là, on est sur la base du volontariat, on constate plus d'absentéisme, plus d'arrêts, donc automatiquement une augmentation des taux. Donc les collectivités auront une pression assez forte aussi pour prendre plus ou moins fortement une partie de cette participation employeur, même avant 2025-26. Je ne rentre pas dans le détail technique qui est ceux qui sont déjà avec des labellisations ou surtout des contrats de groupe, comment la phase transitoire va se faire avant janvier 2025. C'est pas le sujet, mais c'est des questions majeures qui sont liées évidemment à l'absentéisme avec un coût. Et donc, en parallèle, il est important parce que là, quand on parle prévoyance, on parle surtout curatif. C'est-à-dire qu'on est sur la logique de dire, voilà, il y a plus d'absentéisme, on va mieux couvrir le risque économique et social auprès des agents, mais ça, c'est que la partie à la fin. Donc ça, on peut subir. Donc le thème aujourd'hui, c'est qu'on peut que partager de façon globale l'analyse en disant, évidemment, on a une discrimination potentielle par l'âge et la maladie, en tout cas, c'est un souci de nos collègues. Et demain, bien évidemment, si on allonge de 2 ou 3 ans, qui est plutôt 3 ans d'ailleurs, la durée de collaboration, sur des métiers qui sont déjà à forte usure professionnelle, le curatif ne répondra pas à ça. On n'aura pas suffisamment de moyens, peut-être potentiellement, pour avoir de la prévoyance, mais on devra travailler plutôt sur tout ce qui est sur le préventif. Et le préventif, ça oblige nos politiques ressources humaines en particulier de retravailler encore plus sur les reconversions professionnelles. C'est une obligation. On aura beau avoir une loi protectrice avec la PSC, des montants importants, c'est une des réponses, mais c'est pas la réponse. La réponse, c'est justement de ne pas en bénéficier, si je peux dire. C'est mieux couvrir par la prévoyance et la mutuelle sans que nos propres agentes et agents aient à en bénéficier. C'est tout l'enjeu qu'il y a d'ici la réforme. Je vais aller dire aussi, il y a un petit risque sur la réforme, c'est que les tarifs des prévoyances effet d'aubaine augmentent, comme on a eu sur la labellisation, où on a vu certains contrats de mutuelle un peu exploser de façon tarifaire. Donc, je le dis dans un lieu qui est effectivement un peu particulier, mais c'est autant que des RH, c'est comme ça que je m'exprime, c'est aussi une inquiétude forte d'augmentation de l'absentéisme, mais aussi un effet d'aubaine du fait de la participation employeur. Donc, pour éviter ces deux effets, le travail des DRH, ça va être de travailler plus sur la reconversion et donc travailler aussi sur les contrats qui permettent de mieux suivre individuellement les agents pendant leur carrière lorsqu'il y a des signaux faibles, soit de fatigabilité sur le poste. Donc, par exemple, c'est avec la médecine préventive. Donc, effectivement, il y a tout le rôle important de la médecine préventive qui doit travailler beaucoup plus qu'aujourd'hui sur des aménagements de poste. On doit travailler aussi sur des temps partiels potentiellement compensés financièrement. C'est aussi des sujets que l'on a dans les collectivités et de façon plus générale de travailler sur les reconversions parce que nous connaissons tous nos métiers à forte usure professionnelle et donc les anticiper. Et comment on fait aujourd'hui pour qu'un agent qui rentre dans notre collectivité soit immédiatement accompagné, soit immédiatement formé pour avoir le choix de plusieurs métiers, en espérant bien évidemment que le métier initial, il le garde jusqu'à sa retraite. Mais on doit aussi anticiper et doit ouvrir ces champs-là. Et c'est tout le champ des possibles qui doit être amélioré sur les ressources humaines. C'est mieux utiliser nos ressources, faire plus de préventif pour justement que l'âge soit moins une contrainte et que la maladie en soit moins une autre. Donc c'est effectivement mieux travailler sur les reconversions, mieux travailler sur des métiers. Alors le problème, c'est que les métiers dont on a besoin, c'est des métiers où on a une sensibilité très forte en termes de recrutement. C'est-à-dire, il nous faudrait plus de psychologues du travail, il nous faudrait plus de médecins, voire plus d'infirmières. Or, on sait très bien que c'est compliqué de recruter sur ces métiers-là. Donc, on devra aussi
réorganiser nos propres services pour mieux accompagner. Si je prends le cas des médecins, c'est clair que les médecins doivent plus travailler sur leur tiers-temps, sur les aménagements de poste. Quand on a un avis d'inaptitude temporaire, on doit pouvoir aller sur place pour l'aménager et donc maintenir au maximum les agents sur le poste de travail. C'est pour ça que je dis, je le mets vraiment en priorité. C'est à la fois la reconversion professionnelle par la formation et l'accompagnement tout au long de la carrière, bien évidemment, comment on acquiert des compétences transversales et transférables, mais aussi comment nos propres psychologues du travail, nos médecines, soit en interne, soit par les centres de gestion ou d'autres structures, puissent travailler avec un moment où on est en pénurie. Donc la loi devrait permettre, et elle le fait déjà, de travailler sur d'autres métiers, mais c'est une obligation. Si on n'est pas performant sur ce domaine-là, on ne fera que subir l'âge, que subir la maladie et que compenser par le curatif, sachant que nos finances et les mutuelles ne pourront pas tout faire, voire même des ruptures de contrats, si vraiment nos contrats sont trop déficitaires quand même. C'est la menace qui pèse sur certaines collectivités. On a partagé la NDRH d'été, certaines sont quasiment en rupture. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, il faut prendre, comme toujours, hein, j'allais dire, mais encore plus, sur ce côté reconversion, le préventif. Également utiliser plus les parcours pour le reclassement. Le PPR sont peu utilisés, c'est le constat que l'on fait. Vous me posez la question sur le PPR, sur la partie reclassement, effectivement. Voilà. Sur le reclassement, en fait, on a 1 an, voire 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas, à la fin de conclusion définitive, soit par un licenciement pour raison de santé ou une reconversion obligatoire, mais c'est un outil qui est relativement peu utilisé, qui devra l'être de plus en plus parce qu'il faut une contractualisation entre l'agent et puis la collectivité. C'est un travail à plusieurs bandes, c'est les directions opérationnelles d'accueil, c'est les agents et les RH. Mais c'est vrai que le PPR permet justement, normalement, de contractualiser et de mieux accompagner. Donc, il faudra aussi l'utiliser mieux, cet outil-là, qui est peu utilisé, qui est presque méconnu. C'est un problème de méconnaissance De méconnaissance, oui. De méconnaissance, à la fois par les centres de gestion qui sont souvent pilotes et nous, parce que c'est arrivé, comme beaucoup de textes de loi, sans trop de concertation, sans trop de participation des professionnels pour la mise en œuvre. Et puis une fois que le décret arrive, on réfléchit comment on le met. C'est d'une façon générale, d'ailleurs, sur tous les décrets qui tombent depuis plusieurs années, où ils ont des tas d'effets rétroactifs. Je prends le CTI, le Ségur de la santé. On nous dit 1er avril 2022, les décrets sont toujours pas sortis aujourd'hui. Les agents médico-sociaux nous disent, mais comment ça se fait? Tout le monde m'a dit que je serais reconnu parce que j'étais pas prévu dans le premier Ségur, mais dans le deuxième. Et nous, on leur dit, on est un peu désolé, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas le mode d'emploi arrêté. Il y a eu des grandes annonces. 1er avril, il y aura un effet rétroactif, mais ça congestionne la fois la réflexion. Et le PPR, c'est pareil. C'est-à-dire s'il y a eu un peu plus de concertation en amont sur la faisabilité avec des associations ou des professionnels, on aurait sans doute eu une réactivité beaucoup plus forte dans la mise en place. Alors qu'on a découvert le décret. C'est un peu le cas de la PSC aujourd'hui. 1er janvier 2025, on devra la mettre en place. On a beaucoup de collectivités qui ont des contrats. On ne sait pas trop s'ils pourront continuer, comme si on aura des contrats de groupe, etc. En fait, il nous reste 18 mois, alors qu'il faut quasiment 1 an, pour ceux qui l'ont mis en place à prévoyance, de réflexion sur le contenu même du contrat. Quelle couverture, à quel moment, quel taux, etc. Et ça se travaille. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, je ne sais pas comment ils le feront en 1 an, mais en tout cas, c'est pour moi mission impossible si jamais on veut le faire seul. Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'annonces et beaucoup d'attentes. Donc, on y travaillera, mais aujourd'hui, sur les bases classiques, à défaut de travailler correctement, on aura l'effet des prévoyances qui augmenteront et les mutuelles, mais on aura évidemment notre masse salariale qui va augmenter parce qu'on aura des agents en intermission, on aura des agents à remplacer. Et aujourd'hui, on a du mal à remplacer. Une aide-soignante qui est inapte à ses fonctions, qu'on n'arrive pas à reclasser, on a du mal aussi à la remplacer. Donc c'est vrai que c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'à la fois, si on ne travaille pas mieux sur les reconversions, il y a effectivement un effet individuel très fort avec des professionnels qu'on a du mal à recruter pour les accompagner, service social du personnel, psychologue, médecin, mais aussi un coût pour la collectivité en remplacement, et on n'arrive pas à remplacer. Donc potentiellement, une diminution des services qui pourraient s'ouvrir sur les métiers à forte usure pro. Et là, pour conclure pour la première partie, avant de prendre des questions, c'est de se dire que les métiers à forte usure professionnelle augmenteront à due concurrence de l'âge légal qui se recule. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des métiers très physiques. Je vais prendre Reaper. Un Reaper, il effectivement plusieurs kilomètres à pied chaque jour pour collecter les ordures ménagères en centre-ville avec une complexité plus forte.
Nos centres-villes, on veut mettre du vélo, on veut mettre des piétons. Donc, il y a un stress plus fort de l'accident. Il y a un stress plus fort de l'usager qui veut toujours aller plus vite d'un point A à un point B. Et par exemple, quand on est chauffeur et ripper, il y a le côté physique, ça certes, on l'avait, mais en plus le côté psychologique. Donc, on devra travailler. Sinon, eh ben, effectivement, après 60 ans, on aura encore plus, si je peux dire, malheureusement, d'agents en difficulté. C'est valable pour nos policiers municipaux, c'est valable pour tous les métiers techniques, de façon générale, la forte sollicitation physique, des maçons paveurs, quelqu'un qui fait de l'enrobé, de la signalisation, ben, c'est clair qu'effectivement, il y a des gestes et peu ceux qu'on devra travailler. Et donc, c'est aussi toute cette partie préventive qui doit être faite, les éveils musculaires, le fait d'aménager le temps de travail et de tenir compte, ce qui n'est pas facile. Hein. Tout le monde a envie de travailler dans un temps très court, partir vite chez soi. Alors qu'on sait qu'il faut effectivement plus étaler le temps pour pouvoir faire la même activité, mais sans forcément un stress d'activité. Et j'allais dire, quand on a fini, ne pas partir le plus tôt, mais ça, c'est un vrai sujet, l'hygiène sécurité générale qui est compliqué à échanger, y compris avec les organisations syndicales. Alors, avant de prendre les questions, parce qu'effectivement, elles arrivent, je vais laisser la parole à Colline qui voulait réagir par rapport au propos de Patrick. Oui, il y avait 2 points de réaction. Il y en a un parce que vous avez parlé un peu de la PSC et du temps pour mettre en œuvre donc, un contrat, hein, j'en suis bien d'accord. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il y aura toujours plusieurs véhicules pour entrer dans la PSC, donc pour les collectivités, pour permettre de participer, donc de contribuer à ce coût de la protection sociale de leurs agents. Et il reste la labellisation. Il y aura la labellisation. Donc ça, pour peut-être des collectivités qui ont besoin de plus de temps, ça leur permet au démarrage de passer par un outil qui existe déjà sur le marché. Et ensuite, il y a bien sûr encore les conventions de participation et les contrats collectifs obligatoires, ça qui est un véhicule qui est nouveau et qu'il faut s'approprier voilà, pour les organismes de protection sociale comme les collectivités. Mais c'est juste pour dire qu'au départ, s'il y a des collectivités qui ne se sentent pas prêtes à rentrer dans une démarche collective, il y aura quand même la labellisation qui reste un outil qui est valable. Donc, c'est une petite remarque un peu technique, mais qui est importante parce que, en effet, les délais se raccourcissent et ça peut aussi générer du stress et c'est un projet à mener pour les collectivités. Et sinon, ce qui concerne les éléments qui ont été partagés sur la prévention, on ne peut être que d'accord. C'est vrai qu'on essaye également d'accompagner en fait, les démarches de prévention donc, dites secondaires, qui sont avant justement qu'il y ait un fait générateur, mais plutôt sur des populations à risque connu. Donc les rippers sont un excellent exemple. Il y a les ATSEM également, où on sait que vraiment agir sur des actions de prévention qui sont ciblées, c'est efficace. Pour les ATSEM, ça va être par exemple les troubles musculo-squelettiques. On voit que c'est un effet direct, on met en place ce genre d'action. Parce que pour rappel, les actions de prévention, il y a un retour sur investissement qui est l'ordre de 1,2 à 2,5. Donc, on a vraiment des effets qui sont parfois plutôt faibles, mais qui peuvent être très importants et donc qui sont à amplifier. Parce qu'en 2012, il y a l'Observatoire social et territorial de la MNT avait été à l'initiative d'une étude sur le sujet. Ce qu'on avait constaté, c'est que les collectivités étaient déjà plutôt à la manœuvre sur ce qui était reclassement ou prévention, mais souvent plutôt sur la prévention tertiaire, donc c'est-à-dire une fois qu'il y a eu un arrêt, et donc plutôt sur des démarches individuelles de reclassement, alors que là, je pense que compte tenu vraiment de l'ampleur que cela va prendre, c'est vraiment sur des projets avec plutôt des programmes de reclassement beaucoup plus industrialisés qu'il faut mettre en œuvre, parce que sinon, ça va prendre un temps très important. C'est vraiment l'enjeu de l'anticipation, de la gestion des fins de carrière. On est vraiment dans le sujet. Patrick, je vous faire réagir aussi sur cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu important. On était dans la gestion des fins de carrière, là, on doit être vraiment encore plus dans l'anticipation. Aujourd'hui, avec cet allongement qui s'annonce, des fins de carrière. Alors, il y a 2 parties. Quand on dit allongement de fin de carrière, effectivement, c'est par rapport au métier à forte usure, soit physique, soit horaire, puisqu'il y a les 2, ou psychologique. Il y a vraiment les 3 champs. Et aujourd'hui, les 3 peuvent être conjugués. Il y a aussi la problématique maintenant de déplacement. Il y a des problématiques plutôt conjoncturelles aujourd'hui de coûts des déplacements énergétiques et autres, mais qui font peser une pression relativement forte. Donc c'est vrai que les risques psychosociaux, de façon générale, augmentent là où on a toujours plutôt traité l'inaptitude physique.
de façon, parce que c'est plus simple, si je peux dire, entre guillemets, de dire, parce qu'en fait, on a les métiers, on sait, voilà, on a beaucoup de ports de charge, on sait quand on est magasinier, on va travailler, par exemple, si on a une cuisine centrale, grosso modo, un agent va transporter 700 kilos par jour entre tous les plats qu'il déplace, etc. Donc, on a des vrais indicateurs le faire. Donc, par contre, l'allongement, effectivement, sur les risques psychosociaux, mais aussi conjoncturels, l'accueil de l'usager est aujourd'hui beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus, de façon générale, ce qu'on constate à l'NDRHT, plus de pression sur les agents d'accueil, avec des fois beaucoup plus d'agression. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça continue, on aura de plus en plus de métiers. Et effectivement, donc on doit agir absolument sur tous les leviers. C'est-à-dire que les leviers sont à la fois par des aménagements physiques, un accompagnement ergonomique. Il y a peu de collectivités qui ont des ergonomes, il y a peu de collectivités qui ont des ergothérapeutes, il y a peu de collectivités qui travaillent encore sur les éveils musculaires. On sait très bien que c'est des choses qui fonctionnent. Le privé est beaucoup plus avancé là-dessus que les collectivités de façon générale. Et donc, et ça, c'est un avantage, par contre, quand on récupère des agents du privé, ils disent, nous, on l'a toujours fait. Et donc, il y a tout ce travail-là qui est fait, qui est un peu pas tabou chez nous, mais c'est vrai que aujourd'hui, toutes les collectivités n'ont pas mis tous les moyens sur ces modèles-là. On est plutôt dans l'action, si je peux dire, voire la réaction. La réaction, c'est le curatif. Hein. Mais en tout cas, sur la prévention, c'est vrai qu'il faut sans doute encore plus accentuer pour éviter d'avoir recours à la prévoyance. Et puis la durée, j'allais dire, il y a quelque chose qui nous tient aussi à corps à l'NDRHDT, parce qu'on a quelques partenariats sur les agents qui ont des pathologies avec récidive, maladie. Et c'est clair que l'allongement fait qu'on peut malheureusement avoir une maladie et 10 ans après, des récidives ou d'autres. Et donc, ça va aussi apparaître. Et donc là, juste sans polémique sur les prévoyances, il est important quand même dans l'année et demie que les collectivités se posent la question de ce qu'ils veulent couvrir comme risque pour leurs agents. C'est-à-dire que si on n'est pas en capacité aujourd'hui de savoir ce qu'on veut mettre dedans, dans le curatif, on ne choisira pas quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que ce sujet-là, il est politique, il n'est pas technique, il est politique, en disant, voilà ce qu'a droit un agent, voilà ce qu'il n'aura pas lorsqu'il sera en maladie ordinaire au bout de 12 mois, voilà, vous aurez un cancer du sein, si vous avez une récidive, et du coup, vous n'avez plus les droits parce que vous les avez consommés une fois, mais comme c'est le premier fait générateur qui compte, vous n'avez plus le droit, quel risque vous couvrez? Si vous n'avez pas ces sujets aujourd'hui philosophique, si je peux me permettre, ou politique, effectivement, on ne pourra pas choisir demain. Parce que, effectivement, la libellisation ou d'autres, il y aura des outils, il n'y a pas de question au 1er janvier 2025. Mais savoir ce qu'on met dedans, c'est un sujet par lui-même. De savoir exactement sa population, quel est le risque. Parce que c'est pas pareil entre travailler une région, un département, une métropole, une ville. C'est une palissade, mais vous me dire des évidences. C'est vrai que la couverture du risque n'est pas le même. J'essaie de lire en même temps sur les questions. Sur les reclassements, on dit, moi, je suis une petite commune, comment je peux faire? Évidemment, si vous êtes une petite commune de proximité, de gestion, le reclassement, il est beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a intérêt d'essayer de conventionner avec d'autres communes, ce qui peut arriver. Hein. On a une ATSEM, par exemple. Une ATSEM, c'est pas tout à fait la même temps pédagogique ou aide pédagogique par rapport à l'enseignant en temps de ménage. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des ATSEM qui sont reclassés pour être en santé pour la partie physique. À Nantes, une ATSEM, c'est une ATSEM par classe. Or, le temps de ménage d'une ATSEM, c'est une demi-heure par jour. Donc, le métier n'est pas tout à fait le même que des collectivités qui ont un demi-poste d'ATSEM, une partie de ménage. Donc, on peut inapte un métier identique, mais apte dans une autre collectivité. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi les réseaux. C'est aussi les réseaux pilotés par les centres de gestion pour comparer. J'allais dire, les centres de gestion peuvent être aussi des interlocuteurs sur ces domaines-là. Devraient l'être. Voilà, ils doivent l'être, parce qu'effectivement, quand on est des petites communes justement affiliées, on n'est pas sur Nantes ou Nantes Métropole à 10 000, on n'est pas une région. Donc c'est vrai que c'est déjà compliqué sur une grande, mais une petite, évidemment, quand on a 20 métiers différents et qu'on a effectivement 2-3 reclassements, c'est un sujet dont on n'a pas la réponse. Donc effectivement, ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler sur les centres de gestion, potentiellement sur des conventions aussi pour reclasser. C'est le but aussi du PPR quand même, pour le mettre. Mais une grosse collectivité, c'est pas plus simple, puisque quand vous avez des cohortes, entre guillemets, de métiers qui arrivent sur le marché, on est obligé d'être converti, c'est aussi compliqué. Voilà. Mais je le redis quand même pour la partie, parce que j'y tiens à cœur, j'interviens souvent avec des associations comme Europa Donna ou d'autres sur des problématiques très particulières de maladie. Il est important de se dire ce que l'on veut couvrir comme risque. Sinon, on donnerait l'utopie de couvrir un risque qui ne correspond pas aux propres besoins de nos agents. Donc, il faut les connaître, c'est étudier son activité. C'est toute la question de l'identification qui doit être menée, voilà. Même par les collectivités. Et puis surtout, dernier conseil, si je peux le dire pour mes propres collègues, c'est une continuité dans les contrats.
parce que c'est compliqué quand vous avez plusieurs contrats qui changent, parce que vous passez souvent beaucoup de temps en accompagnement, et ça ne faut pas le minorer, en accompagnement individuel pour accompagner les agents qui sont souvent un petit peu perdus, parce que quand vous quittez dans la collectivité, on accompagne. Quand vous êtes en congé longue maladie longue durée, vous n'êtes plus trop dans la collectivité et vous vous retrouvez seul avec votre assureur ou votre organisme, et également les commissions d'imputabilité. Et donc là, il faut booster dans les collectivités. Qui dit contrat, dit accompagnement du contrat. À la fois sur la partie politique à réfléchir, mais aussi suivi individuel. Si un agent est plus chez vous travaillant depuis 3 ans, il est impératif de garder le lien. Il est impératif que le service social du personnel puisse travailler et on puisse continuer à les accompagner sur ces démarches administratives, parce que sinon, ce qu'on espère tous, c'est qu'à la fin du CLM-CLD, la personne puisse être réintégrée, mais il faut garder ce fil et ce lien avec son employeur. Merci beaucoup, Patrick. Colline, je vois réagir. Je vous laisse la parole si vous voulez. Non, mais je suis d'accord, je partage ce qui a été dit sur une réflexion un petit peu de fond. La PSC doit être aussi l'occasion d'avoir une réflexion plus approfondie sur ce qu'on veut, couvrir, sur la place. Dans cette anticipation que vous parlez. Exactement. La place de la prévention. Et c'est vrai aussi, c'est que les collectivités doivent aussi l'intégrer en termes de, ça avait été dit tout à l'heure, de calendrier, d'organisation, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, mais les reapers, c'est plutôt un métier avec une forte accidentologie et une forte usure, et c'est un métier qu'on a du mal à capter parce que dès qu'ils ont fini leur activité, ils partent. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a les deux enjeux du contenu, ce qu'on veut couvrir, et comment on intègre davantage toute cette prévention bien en amont, comme c'est fait plus dans le privé, et donc avec comment on apprend, on gère avec des bonnes postures. Et là, l'aspect psychologique et les risques psychosociaux sont très importants également, et plutôt plus que dans le privé, parce que parfois, en interaction, on a à la fois un manager qui est son chef, on a aussi des interactions avec un élu, et donc on est quand même dans des positions, il y a une usure qui est liée aussi à d'autres facteurs, et qu'il faut prendre en compte, et il faut échanger davantage, gérer les situations avant qu'elles deviennent très importantes. Parce qu'on a parlé beaucoup de risques physiques, mais aussi l'usure psychologique, les facteurs psychologiques, et qui s'accentuent aussi avec le temps, parce que qui s'enquissent. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir gérer en amont. Merci beaucoup. Je me tourne du côté des questions. Je vais vous partager une question. La rupture conventionnelle est-elle une solution? Et quel impact a-t-elle sur la retraite pour l'agent? Alors moi, je vais répondre sur la rupture conventionnelle. Après, d'abord, là, par contre, sur la NDRH d'été, c'est clair, quand on a fait le benchmark, il faut savoir ceux qui le mettent en place. Il y a très peu de collectivités qui le mettent en place. Voilà. J'allais dire pour deux raisons majeures. C'est que ça a un intérêt pour des collectivités qui voudraient réduire leurs effectifs. C'est quand même le but de la loi. Enfin, la loi de 6 août 2019, elle était quand même sur la rupture conventionnelle. C'est cet objectif-là. Le Covid est passé et on s'est rendu compte que le fonctionnaire était utile. Ce qui est un petit peu, nous on le savait, mais en tout cas c'est là. Mais la rupture conventionnelle, c'est quand même la base. Donc c'est vrai que ça a été plutôt un blocage aussi psychologique. Donc c'est vrai que si évidemment on est dans une logique de réduction des effectifs, c'est un outil comme un autre et qui existait déjà avant, parce que les outils, en existait d'autres, très peu activés. Donc certaines vont le faire de façon dogmatique en disant oui, je veux le faire parce que je veux accompagner la loi, ou je veux pas le faire. Donc ça, c'est plutôt le fait de dire si on a une réduction d'effectifs, ça peut le faire. Sur la question qui nous concerne, est-ce que c'est une modalité? Alors, c'est difficile cette question, je trouve, aujourd'hui, parce que la fonction publique change fondamentalement. À la fois, le rapport au travail change, mais le rapport au service public ne change pas, mais le rapport à la fonction publique, oui. En fait, autant il y a quelques années, on aurait pu dire il faut des titulaires sur tous les postes. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des transferts, et tant mieux, d'agents entre privé public et puis public, parce que ça amène des compétences et d'autres. Donc, la rupture conventionnelle pourrait être aussi un sujet, puisque quand on a rupture conventionnelle, on peut continuer à travailler. Donc, c'est vrai que dans certains cas, nous, on ne le fait pas dans ma collectivité, parce qu'en fait, c'est un sujet qu'on ne souhaite pas admettre, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'effet d'aubaine non plus sur la rupture conventionnelle. Mais il est vrai que ça peut être aussi un outil en disant « je suis agent d'une petite collectivité, ou une plus grande d'ailleurs, j'ai absolument aucune possibilité de me reconvertir dans la collectivité.
Par contre, je peux trouver un autre job dans une autre collectivité. Dans ce cas, la rupture conventionnelle peut être intéressante, puisque du coup, si j'ai 2 ans de salaire, après j'ai les ARE, les allocations de retour à l'emploi également, et donc du coup, je peux avoir un contrat dans une autre collectivité. Donc du coup, je gère moi-même. Mais alors par contre, c'est vrai que l'agent doit quand même être assez féru de droit et sa propre recherche, parce qu'il faut qu'il soit clair. C'est lui-même qui devient acteur de sa reconversion. Donc ça peut dans ce cas-là, donc pourquoi pas, je dirais, dans l'absolu, j'ai un projet individuel, j'ai un projet dans une autre collectivité. Dans ce cas-là, ce serait plutôt de mobilité, mais c'est pas simple parce que si on n'est pas apte au poste, il y a d'autres contraintes juridiques que vous connaissez comme moi. Donc, ça peut être une possibilité. Voilà. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une réponse. Et j'allais dire, pour moi, c'est plutôt en tant que DRH un aveu d'échec. Si on en arrive là, c'est un peu comme la retraite pour invalidité. C'est jamais agréable, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est nécessaire hein. Dans certains cas, on n'a pas le choix. Mais voilà, si on pouvait effectivement, le but quand même, nous, de maintenir au maximum dans l'emploi, tous les agents, on parle beaucoup d'inclusion, mais l'inclusion passe aussi par nos propres agents qui deviennent inaptes. Le maintien à l'emploi. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de disponibilité. Oui. Je voulais vous faire réagir aussi, Patrick, du côté de l'association. C'est quelque chose aussi que vous voyez en augmentation? Alors, il y a une chose qu'on voit beaucoup. Alors, c'est pareil, c'est un peu compliqué cette période parce que avant il y avait des tendances. C'est vrai que les 2 ans et demi passés ont bousculé pas mal de choses. Ce qui est vraiment nouveau, on constate ça, c'est qu'on a un nombre de démissions qui n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment. Quand je dis démission, c'est des fonctionnaires, toutes catégories confondues, et principalement des C d'ailleurs, beaucoup moins les A. C'est-à-dire que là, c'est une tranche d'âge. Quand on dit à 50 ans et quand on dit catégorie A, il y a peu de démissions. Par contre, catégorie C, on a 35-40 ans, c'est assez courant. Voilà. Donc c'est vrai qu'on verra. Moi, je pense que c'est une lame de fond qui continuera. Voilà, parce qu'on aura plusieurs employeurs, on le dit tout le temps, mais là, ça n'a jamais été aussi vrai. Alors, ça dépend du marché de l'emploi. Aujourd'hui, il est très effectivement favorable pour les demandeurs d'emploi, mais pas que. Il y a aussi les changements générationnels. Maintenant, on cherche le pourquoi, donc on cherche beaucoup le sens, évidemment. Et du coup, le travail, c'est pas la valeur première forcément, donc on joue avec. Donc, il y a beaucoup d'émissions. Nous, on préconise de passer par la disponibilité, parce que c'est aussi un bon outil. Que la rupture conventionnelle, quand même, c'est assez raide. C'est-à-dire que vous rompez tout lien avec la fonction publique et votre employeur. Alors que la disponibilité sur 5 ans, vous pouvez mettre quasiment la même chose, d'aller travailler ailleurs, tout en ayant, c'est un peu cette sécurité. Donc nous, on préconise ça pour garder aussi ce lien avec l'employeur. Aujourd'hui, on a tout intérêt quand un collaborateur part, ou une collaboratrice, de garder le lien, parce que moi, je dis souvent, ça m'arrive à certains qui partent, rappelez-moi dès que vous voulez revenir. Et ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que un départ, c'est normal, c'est la partie des évolutions, bénéfique pour tout le monde, mais effectivement, on a intérêt, nous, à récupérer des bons collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est ce lien qu'on peut avoir à tous les niveaux. Merci beaucoup. Pauline, vous voulez réagir sur cette chose-là? Non. Alors, on a une question, peut-être un peu délicate, mais je vous la poser. Les congés de maladie sont en constante évolution. Pouvez-vous faire un focus sur la garantie maintien de salaire MNT, prise en compte du régime indemnitaire des passages en CLM ou CLD ou uniquement lors du passage de traitement? Alors, je ne sais pas là maintenant le faire, mais peut-être envoyer, est-ce que oui, bien sûr. Pour ce genre de questions. En tout cas, nous, on intervient au passage admis-traitement, donc ça veut dire 30 jours, même si c'est discontinu, mais je pourrais envoyer des éléments complémentaires peut-être. On peut faire le lien à ce moment-là pour ce genre de questions bien entendu. Voilà, ce qui se pose. Donc on intervient dès le congé de maladie ordinaire, dès qu'il y a plus de 30 jours qui ont été consommés dans l'année, donc même si c'est discontinu. Donc ça c'est pour la base, mais bien sûr j'enverrai tous les éléments. Donc, vous recevrez, je reprécise, donc le PowerPoint qui n'a pas été bien diffusé pendant votre intervention, mais vous aurez tous les éléments avec toutes les données que vous aviez présentées, éventuellement préciser par rapport à cette question qui a été posée également. Il y avait aussi un retour d'expérience d'une personne qui disait que sur leur commune, qui inclut des agents d'un EHPAD communal, donc ils ont établi en fait un continuum prévention QVT, mais ce qui n'est pas toujours le cas, voilà. Et la personne témoigne de la difficulté de faire valider leur programme sur le temps de travail. C'était 3 mois discontinu. Je dis 30 jours, mais c'était un lapsus. Pardon, 3 mois. 3 mois, j'avais compris 3 mois. Oui, non, je crois que je n'avais pas compris. Voilà, et donc de cette difficulté de valider les programmes à QVT sur le temps de travail. Alors ça, c'est aussi une question qui se pose. Patrick? En fait, c'est prendre du temps pour en gagner demain. Enfin, tout le monde le dit tout le temps, mais c'est clair que la reconversion,
Je disais, quand vous recrutez quelqu'un, aujourd'hui, on doit être dans une logique quasiment que fera-t-il demain. Et c'est vrai qu'on l'a toujours dit, enfin, quand on recrute pour un poste. Et ça, c'est assez facile quand même, parce qu'on a des référentiels compétences, on a des tests et on recrute. Mais notre question maintenant va être de dire, que peut faire la personne dans notre collectivité? Si on n'y travaille pas, moi je vais prendre une anecdote, mais j'avais un élagueur, on accueille les nouveaux arrivants, et donc je le fais, puis il me dit, bah, est-ce que je pourrais vous rencontrer? J'ai commencé le mois dernier, mais je voudrais travailler sur ma reconversion. C'est vrai que ça m'avait un peu surpris, mais effectivement, quand vous êtes élagueur, vous doutez bien qu'à un moment donné, à 64 ans, vous n'allez pas être élagueur. Alors peut-être que certains le feront, hein, et je peux m'en réjouir. Mais pour un certain nombre, la problématique est forte. Et donc, ce monsieur, en plus, était écossais d'origine, avec un accent très agréable. Du coup, ça me faisait un peu de vacances en même temps. Et du coup, j'ai dit, bah oui, parce qu'en fait, dans sa logique, lui, dans son pays, en fait, c'est quelque chose qui est naturel. C'est un peu comme les pays du Nord, voilà. Et donc, du coup, on a plusieurs métiers. Et donc, on a travaillé là-dessus. Je me suis dit, bah, ça, c'est exactement la bonne démarche. C'est-à-dire, je le recrute. Et d'emblée, on va pouvoir, comme il est acteur aussi, travailler sur les possibles après. Alors, c'est assez facile pour les élagueurs. Je prends un exemple facile parce que souvent, c'est des métiers qu'on repositionne facilement sur l'encadrement, sur le management, parce qu'ils ont la gestion du stress, ils ont la gestion de la complexité, ils ont la gestion d'un certain nombre d'environnements compliqués, ils doivent réagir vite. Et donc, effectivement, ça, c'est tout à fait transférable sur plein de choses. Et donc, j'ai vraiment pas de souci. Il y a des métiers pour lesquels c'est un peu plus difficile. Voilà. Et donc, c'est vrai que, du coup, si on a du recrutement sans polémique ou autre mesure, mais c'est un recrutement social, c'est-à-dire qu'on prend des gens sans aucune qualification, très éloignés de l'emploi, c'est évident que là, ce travail-là, il doit être fait immédiatement. On n'attend pas le reclassement pour raison de santé, l'inaptitude, c'est trop tard. Le doc du métier, il faut y travailler. C'est mon élagueur avant qui dit déjà, je ne ferai pas tout. On le fera peut-être, tant mieux, mais on le fera peut-être pas. Donc c'est quand même travailler là-dessus, prendre connaissance qu'on choisit une collectivité aussi, et moi j'y crois beaucoup, sur les marques employeurs, sur le RSE, c'est-à-dire qu'une collectivité qui propose pas ces systèmes de RPS et de reconversion, demain aura du mal à recruter tout simplement. Voilà, si on ne travaille pas là-dessus, et ça, c'est un avantage. Mais alors, par contre, c'est ce que disait la collègue des EHPAD, je partage. C'est vrai que c'est fait une prise de conscience. Il y a un baromètre auquel la NDRH a participé. En fait, on voit qu'il y a un recul des mesures, malheureusement, sur la QVST. La priorité reste la masse salariale, la crise et autres, alors qu'en fait, c'est juste l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'au moment où on ne peut pas recruter, c'est mieux gérer nos ressources et dire venez chez nous, parce que nous, on vous suit tout le temps. Voilà. Alors, les élus peuvent être convaincus, les RH peuvent le faire, mais plus ou moins, c'est vrai que ça coûteux. On n'a pas tous les postes non plus. J'ai bien conscience que c'est une volonté au début de mettre des moyens conséquents, et c'est là-dessus qu'il faudra en mettre. Le curatif, c'est une chose, et puis tant mieux, il y a la loi pour ça, et c'est pas un souci. Par contre, il faudra se poser, je le redis, la question, est-ce qu'on couvre que le traitement indiciaire, ou traitement indiciaire plus l'IFSE, le CIA, les primes, les heures supplémentaires, tout ce que l'on veut. Ça, c'est un vrai débat. C'est quel est le taux de couverture. Et donc, effectivement, quand on est inapte, on a des vrais taux. Donc ça, c'est une réflexion qui doit être mise. Mais ça, c'est facile, j'allais dire, mais il faut quand même se poser, parce qu'on se pose peu la question. Donc aujourd'hui, j'allais dire, c'est quand même se dire, qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on accepte de dire, voilà, je prends du temps par rapport à l'EHPAD, je mobilise une demi-journée, une journée par semaine pour former et accompagner sur les compétences transversales. Et ça, il faut le faire. Voilà. Et là, quand je dis ça, j'ai bien conscience qu'on pourrait dire c'est super à Nantes ou Nantes Métropole. C'est un travail énorme. Il y a 142 métiers et 10 000 collaborateurs. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de moyens, beaucoup d'attentes aussi. Énormément d'attentes, et donc il faut effectivement essayer de prioriser, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Et cette période-là, en tout cas, accélère les demandes de reconversion, accélère les craintes demain, et la réforme des retraites, quand elle sortira, c'est clair qu'il y aura un effet un petit peu massue pour certaines de nos catégories qui pensaient partir dans un an ou deux et qui verront je veux dire, la ligne de départ s'éloigner au fur et à mesure qu'ils s'en rapprochent, ce qui est jamais bon pour un marathonien, les 100 derniers mètres. Alors, on avait une dernière slide, je ne sais pas si on peut revenir sur notre PowerPoint, sur justement les principaux enjeux de cette réforme, cette prochaine réforme qui s'annonce, voilà, comme le disait Patrick, avec des enjeux énormes. Enjeux RH, on l'a vu, d'anticipation, de gestion des fins de carrière, reclassement, aide de retour à l'emploi, gestion opérationnelle de l'absentisme, les enjeux de prévention, on en a parlé. Voilà, je pense que c'est aussi intéressant d'y revenir avec vous, Colline, peut-être. Oui. Je voudrais insister encore une fois. En effet, donc sur les enjeux de prévention, j'en ai quand même parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on essaye d'agir. Également parce que ça a été dit, on constate une augmentation de la protection sociale avec des augmentations. Nous, notre objectif, c'est que ces augmentations soient le plus limitées possible. Donc c'est en intervenant
en amont avec des mesures de prévention. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on constate que les collectivités, donc c'est des choses auxquelles elles font de plus en plus attention dans les conventions de participation, dans les appels d'offres, et c'est également parfois des appels d'offres qu'elles font en dehors. Donc il y a vraiment une prise de conscience depuis quelques années sur l'importance de la prévention, et donc le plus tôt possible. Donc, il y a la prévention primaire, je dirais ça concerne tout le monde, la population générale, mais surtout sur la secondaire, donc vraiment par métier ou par type de métier, qui doit être très, très adapté avec vraiment une analyse sur le type de risque qui touche telle ou telle population, et donc sur des actions de prévention des arrêts de travail donc qui sont ciblées. Et là, c'est très important de construire des dispositifs qui soient, et ça l'a été dit, intégrés avec les collectivités. Mais toutes les collectivités n'ont pas de médecins, n'ont pas d'ergonomes. Mais quand c'est possible, c'est vraiment extrêmement efficace. Et bien sûr, en dernier lieu, les actions de prévention tertiaire. Donc, c'est pour éviter avoir un accompagnement individuel et avoir des programmes d'activité qui soient adaptés, des reconversions qui soient adaptées, pouvoir être accompagné d'un kiné. Et ça permet vraiment de travailler sur la reconversion, même un retour parfois au poste. C'est-à-dire que parfois, accompagner dans la santé, c'est pas que de la reconversion. C'est se dire, on fait le geste différemment d'avant. Donc, c'est très, très important de travailler sur tous ces éléments de prévention et de les organiser entre eux pour qu'ils aient du sens, de la cohérence et qui répondent aux problématiques des collectivités en tenant compte de leur taille aussi. C'est sûr, on ne peut pas toujours, quand on est une petite collectivité, on ne peut pas mettre tout en place. Donc, comment on fait pour être le plus efficace possible? Donc, enjeu RH, enjeu de prévention, on l'a dit, on l'a vu également avec vous, Patrick, et puis enjeu financier. Oui. Là, ça va être aussi un impact énorme de la réforme. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça fait écho aussi quand même à ce qui a été dit. On parlait des primes, mais c'était aussi une question qui était aussi posée. Quand même, on voit depuis quelques temps qu'il y a une application de plus en plus forte du RIPSEP. Donc, on n'a plus le droit normalement de payer les primes. Donc, on a le droit de les payer en congé maladie ordinaire, mais plus pour les autres types de maladies. Donc là, ça questionne tout de suite aussi la protection sociale. C'est comment on réagit, donc comment nous, on a un produit régime indemnitaire complémentaire. Et ça, c'est quand même des questions qu'il faut se poser parce que en majorité, les collectivités délibéraient dans le sens plutôt d'un maintien des primes. C'est normalement plus possible, on sait que c'est encore le cas. Mais c'est vrai finalement que la réforme des retraites, elle vient dans un contexte en plus où il y a d'autres choses qui se passent. Et donc, il faut en tenir compte. Et c'est toutes ces questions qu'il faut adresser. Je pense qu'il faut profiter de cette réforme des retraites pour adresser les autres questions qui se posent, la PSC qui arrive, l'application du RIPSEP, et pour que ça soit une réflexion globale qui permet d'avoir des réponses qui soient adaptées sur tous les points. Parce que sinon, on ne va pas y revenir tous les ans. Donc, c'est vraiment, il faut poser les choses sur la table. Des réactions, Patrick, par rapport à cet enjeu financier? L'enjeu financier, c'est ça, c'est comment on arrive à mettre des moyens en prévention plutôt qu'en curatif, c'est ça. Alors, c'est compliqué, c'est comme la gestion de la crise. Quand on gère bien, il n'y a pas de crise et donc c'est difficile de maintenir les moyens de prévention parce qu'on dit il n'y a pas de crise, mais justement, le principe de la prévention, c'est qu'il n'y a pas de crise. Donc, c'est toute cette question non quantifiable, en fait. Donc, c'est soit on subit et de toute façon, l'absentéisme augmente. Les contrats, mécaniquement, augmentent automatiquement parce qu'ils sont liés à votre absentéisme et autres. Donc, soit effectivement, vous avez ce volet-là qui le fait. Et effectivement, le but, c'est les équilibres, de dire il faut quand même que je mette une partie des moyens en plus. Mais alors, par contre, il y a des effets cumulatifs, évidemment, parce qu'avant qu'une politique préventive ait des faits, c'est comme prévenir la crise. C'est toujours difficile. On prévoit. On essaie de prévenir le risque inondation et on dit il n'a jamais eu lieu. Oui, parce que justement, on a peut-être très bien fait les choses, il n'y a pas eu d'inondation, c'est quand on l'a qu'on voit la catastrophe. Là, c'est un peu pareil, c'est compliqué. Et donc, c'est exactement de ce sujet que moi, je dis il faut avoir avec les élus, avec ses propres collègues, en disant voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça nous coûte. On a du mal à remplacer, donc ça nous coûte en termes de services, en termes d'activité, parce que c'est quand même la première cause, le premier effet, j'allais dire, d'absentéisme. Après, il y a le coût financier. Et après, il y a effectivement la couverture de ce risque. Donc ça, c'est le deuxième volet. Mais le premier, c'est dire quels moyens je mets pour éviter d'en arriver là. Et c'est aussi, j'allais dire, là, je l'ai dit, philosophique. Est-ce qu'on est plutôt sur une logique rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude, ou alors le maintien maximum dans l'emploi? Il faut déjà être clair là-dessus. C'est-à-dire que si on est sur le maintien de l'emploi, au maximum de l'agent, ce qui est le cas de la plupart de nos collectivités de l'association, c'est le cas de la mienne à Nantes et de Nantes Métropole, dans ce cas-là, on met effectivement les moyens. Mais ça coûte de l'argent.
C'est-à-dire qu'effectivement, d'accompagner quelqu'un jusqu'à sa retraite dans les meilleures conditions, il faut accepter qu'effectivement, il y a des temps aménagés, la loi le prévoit, il y a plein de mesures. Voilà. Après, il y a effectivement des dispositifs de séparation avec la collectivité. Si on peut éviter d'en arriver là, on est obligé, mais c'est mieux d'en le faire. Mais c'est vrai que c'est une question de début, mais ça coûtera de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'employeur, d'une forme ou d'une autre, hein, préventif, curatif, ou voilà, après le risque assurantiel, de toute façon, il y aura un coût. Voilà, moi, j'allais revenir là-dessus, c'est que même si on met toutes les actions de prévention dès aujourd'hui en place, on n'évitera pas un renchérissement, en fait, parce que voilà, on a déjà des populations qui n'ont pas forcément bénéficié de prévention aujourd'hui, on a des populations âgées, donc il ne faut pas non plus minimiser cet impact financier qui va avoir lieu. Enfin, il n'y a pas non plus de magie. Là, on a des populations qui sont déjà vieillissantes, on l'a dit et je le rappelle. Donc forcément, il faut se préparer. Donc c'est ça aussi l'enjeu quand même pour les collectivités, c'est de se préparer donc à ce coût. Et de toute façon, là, elles doivent se préparer déjà à la participation employeur qui n'était pas obligatoire et qui va le devenir. Et donc voilà, comment gérer ce coût financier? Ça, c'est sûr qu'il faut de toute façon dès maintenant y réfléchir. Écoutez, je crois je regarde l'heure, on touche à la fin de cette webconférence. Merci beaucoup Pauline et merci beaucoup Patrick pour votre présence, pour ces interventions. Alors, donc on aura l'occasion de reparler, d'échanger dans les semaines à venir de toute façon de cette réforme des retraites et de la PSC, qui est toujours en cours actuellement. Alors, je tiens à signaler que VK continue de vous accompagner via son service VK Ligne Expert. Alors, n'hésitez surtout pas à leur poser vos questions. Et puis encore un grand merci vraiment à l'association partenaire, un grand merci à la MNT et à VK de nous avoir permis de réaliser cette webconférence. Et puis, bonne journée à vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.